Pour profiter des effets positifs du système sur la motivation des individus, il faut démarrer la réflexion sur le modèle organisationnel. Comment s'organisent les interactions entre les collaborateurs, entre les managers, entre les collaborateurs, les managers et la direction? Le résultat de cette réflexion, que l'on appelle le design organisationnel, va produire un modèle hiérarchique de rôles, de responsabilités, qui déterminera pour longtemps l'efficacité, la performance, mais aussi la culture de l'entreprise. Et plus encore, cette formalisation des échanges et du partage sera le système mécanique qui permettra à l'organisation de s'adapter aux nouvelles réalités du marché et de la société. La collaboration est un objectif majeur. Elle est le système nerveux de l'activité. Il est important de bien comprendre ce qu'elle représente et comment elle fonctionne. Connaissez-vous par exemple la différence qui existe entre collaboration et coopération? Alors bon, dans la littérature grand public, on utilise régulièrement ces deux termes comme synonymes. Pourtant, ils n'ont pas du tout la même réalité de terrain. La collaboration et la coopération sont tous les deux des modes de coordination du travail, des moyens de se partager les tâches, de se dispatcher les actions à réaliser pour aboutir à un objectif spécifique. Ça, d'accord. Mais lorsque l'on parle de collaboration, on ne considère pas les rôles et les responsabilités de la même manière que dans une coopération. La collaboration intervient au sein d'une équipe, dont les compétences sont similaires sans être identiques. On parlera d'une responsabilité commune et partagée par tous ses membres. La coopération intervient entre des individus ou des équipes ayant des compétences complémentaires, mais pas similaires. Chacun aura donc une responsabilité spécifique et une série de tâches qu'il sera seul à pouvoir réaliser. Les coopérants ou les équipes coopérantes vont donc se partager les tâches et ne prendre la responsabilité que sur les actions dont ils ont la charge. L'exemple le plus visible est celui qui existe lorsque des départements d'une même entreprise doivent travailler ensemble sur un projet. Les compétences sont complémentaires, certes, mais pas similaires. Et s'il est alors possible d'envisager un bon niveau de collaboration au sein d'un département, le sujet est plus délicat lorsqu'il s'agit de faire travailler plusieurs départements ensemble. On parlera alors de coopération, considérant que les rôles et responsabilités restent distincts pendant cette période. Une enquête de 2018 a montré les effets positifs de la collaboration. Les plus remarquables se situent au niveau du partage des connaissances et de la productivité des équipes. Un autre élément important sur lequel il ne faut pas transiger, c'est l'intégration de tout le monde dans une équipe collaborative. Il faut éviter plus que tout qu'une personne ou qu'un petit groupe de personnes reste isolé de l'ensemble. L'isolement même volontaire est une source de risque qui peut impacter durement les autres équipes. L'éloignement ou l'isolement du groupe est considéré comme une distinction, une marque de différenciation par rapport aux autres. Elle va donc naturellement susciter de la méfiance et peut-être même de la défiance. Et pour celui ou celle qui est isolé, des risques individuels existent aussi. Dépression, bore-out si la personne se sent dévalorisée, ou domination, excès d'autorité si la personne se sent au contraire valorisée. Et pour son manager, il y a un risque très important sur la gestion des connaissances. Un des rôles de l'équipe collaborative est de partager la connaissance. Une bonne équipe travaille en RAID 5. Alors, le RAID 5, c'est un format de protection de données qui est utilisé pour les ordinateurs et les serveurs. Le contenu de chaque disque dur est dupliqué en petits morceaux sur les autres disques durs de la machine. Alors, si un disque dur vient à tomber en panne, tout ce qu'il contenait pourra être récupéré sur les autres disques. On évite ainsi toute perte d'information. Eh bien, c'est la même chose pour les humains. Si vous laissez une personne travailler seule, le risque est grand qu'une absence inattendue n'entraîne une perte de connaissance de votre activité. Et c'est alors toute l'équipe, le projet ou même tout le département qui est en difficulté. Regardez dans votre entreprise, avez-vous des personnes très discrètes? Des femmes ou des hommes que plus personne ne voit, tellement ils sont autonomes, tellement ils font partie des meubles. Qui pourra reprendre leur travail si il ou elle venait à disparaître? Alors quels sont les effets positifs à tirer d'une collaboration générative? Au-delà des théories sur la motivation, il faut regarder du côté des influences sociales. Comment un groupe peut influencer un seul individu et comment un seul individu peut influencer tout un groupe.
La première influence positive de la collaboration générative est l'intelligence collective. C'est la capacité d'un groupe à mettre en commun ses différents modes cognitifs, ses différentes manières de penser, de concevoir, pour générer une toute nouvelle manière d'approcher un sujet. C'est l'idée que la valeur du groupe est supérieure à la somme des valeurs de ceux qui la composent. La seconde influence est la facilitation sociale. Il s'agit du développement des membres du groupe par le simple fait de se côtoyer les uns les autres. En se mesurant, en se comparant, en se copiant, chacun profite naturellement, presque biologiquement, des qualités du voisin. Et par mimétisme, il les intègre à sa propre personnalité, à ses propres comportements. Et cette collaboration va aussi engendrer des objectifs communs, des envies, des désirs partagés, validés par tous. Au fur et à mesure de l'expérience, une identité unique va se construire autour de valeurs communes, créant ainsi une entité indivisible et originale. Pour qu'elle soit optimum, une équipe doit se composer d'un nombre de participants inclus entre 5 et 10 personnes. Moins, le quorum ne serait pas suffisant pour faire naître une vraie intelligence collective, car elle aurait vite tendance à se valider par conformisme. Et au-delà de 10 membres, c'est la gestion des différences qui pourrait devenir une difficulté supplémentaire. Ensuite, comme nous l'avons abordé, une équipe collaborative doit être capable de s'échanger les tâches. Il faut donc qu'il y ait une série de connaissances et de compétences qui soient partagées. De nouveau, comme pour le principe RAID 5 dont nous avons parlé, tout le monde ne doit pas connaître tout. Ce qui importe, c'est que l'ensemble des compétences soit en quelque sorte dupliqué et réparti entre plusieurs personnes. Cela permettra de répartir la pression et d'éviter la polarisation sur un seul membre de l'équipe. Enfin, il est important de mélanger des seniors avec des juniors. Pour les uns, ce sera l'occasion d'apprendre en observant les plus expérimentés, et pour les autres, ce sera l'occasion d'être challengés par des nouveaux venus, avides et curieux. Cette dynamique va participer à une remise en question régulière des compétences de l'équipe, sans pour autant la déséquilibrer, la déstabiliser inutilement. Chaque équipe aura son propre niveau d'équilibre personnel et unique. Une équipe collaborative doit être considérée comme une entité indivisible et autonome. Elle doit développer sa propre identité. Elle doit viser une autodétermination régie par le cadre de l'entreprise. Un modèle de gestion existe pour cela, il s'agit de la sociocratie. La sociocratie propose toute une série de méthodes qui permettent à une équipe de s'auto-organiser. Par exemple, elle définit un mode de prise de décision par consentement. C'est une manière très efficace de s'assurer que tout le monde s'engage sur le choix qui est fait. Suivant quelques règles simples, l'équipe s'assure que tout le monde a donné son avis et que toutes les objections sont levées. Sans cela, pas de décision possible. Par contre, si plus personne n'a d'objection, tout le monde s'accorde et s'engage ensemble sur une responsabilité partagée du choix qui a été fait. Alors pour le manager, c'est assez nouveau de travailler avec des équipes en arrêtant d'en distinguer chaque individu. Parler à un membre de l'équipe, ça devient parler à l'équipe tout entière. Même les évaluations annuelles se font au niveau de l'équipe et non plus au niveau de l'individu. S'il y a des bonus ou des incentives, c'est l'équipe entière qui doit en profiter. Et de même, si un individu est plus méritant, c'est à l'équipe et à elle seule de valoriser sa prestation, de le distinguer. Vous découvrirez plus de détails sur la posture du manager dans la formation Manager Coach, disponible aussi sur Motive@Work. Je vous propose maintenant de réfléchir à la manière dont vous pourriez organiser votre département en gardant à l'esprit le concept d'équipe en collaboration générative. Quelles sont les compétences croisées? Quelles sont les fonctionnalités attendues? Quels sont les écarts de niveau d'expertise? Prenez le temps de mettre cela sur papier, d'y réfléchir avant de passer au chapitre suivant.